kiss me. Just can't. I can't do this. I can't. Quand j'ai rencontré mon compagnon, qui est devenu mon futur mari et mon violeur, c'était le prince charmant. Je croyais avoir rencontré le prince charmant, tout simplement. Et voilà. Et il s'est transformé en monstre, mais au départ, c'était un homme tout à fait charmant, avec lequel je pouvais partager beaucoup de choses. Partager dans le sens où je pouvais exprimer beaucoup de choses et qui m'avait l'air d'être entendue et comprise. Voilà quoi, donc il m'a séduit. J'ai connu quelqu'un avec qui je me suis permis d'imaginer que je pouvais construire une vie normale, des femmes normales, une famille. Une personne en apparence très digne, réussie financièrement. Une personne qui répond peut-être à 100% à ce que la société exige, la réussite professionnelle. Moi, je l'ai connu à 40 ans. Et puis, dans ma vie, tout allait bien. J'étais divorcée, mais j'étais depuis longtemps seule. Et tout allait bien. Mes enfants, leur école, mon travail, tout allait bien. Et puis, il me manquait quelque chose dans ma vie. Et puis, je l'ai rencontré. Et très, très, très vite, il m'a proposé le mariage. Et j'ai pensé que c'était quelqu'un de sérieux qui s'engageait avec moi par le mariage. Au départ, c'était des coups. J'ai reçu des coups et qui se sont transformés en viol. Il y avait de la jalousie, quoi. Et puis ensuite, c'était plutôt justement quand j'essayais de m'affirmer. Et là, ça le mettait en colère. Et puis ben, il me punissait, quoi. Quelque part, c'était une punition. C'était une punition parce que bien des fois, il était même pas excité, quoi. Chez moi, ça a commencé par des mots, par des insultes, par le fait de ne pas avoir la possibilité de sortir de chez moi ou de ne pas avoir la possibilité de téléphoner à ma famille, ou si j'avais une amie qui téléphonait, il prenait le téléphone et je ne pouvais pas la voir. Ou si j'avais pas fait tout le travail qu'il m'avait donné à faire à la maison. Après, il voulait que je fasse un emprunt, puis lui donner de l'argent. Enfin, à chaque fois, c'était ça. C'était des trucs comme ça. Enfin, il ne voulait pas que je travaille à l'extérieur. Pourtant, auparavant, j'avais un commerce. J'étais indépendante. Mais là, tout d'un coup, j'étais complètement... j'avais l'impression d'être plus capable de rien. On vit sur une planète où depuis la nuit des temps, les hommes ont exercé un contrôle sur le sexe de la femme, une domination masculine essentiellement pour contrôler leur descendance et pour contrôler le sexe de leur femme, leur propriété. Et ça a été depuis la nuit des temps et sur toute la planète des violences extrêmes sur le corps des femmes, de la mutilation sexuelle au bandage des pieds, la ceinture de chasteté, le corset, toutes ces petites choses épouvantables qui faisaient que la femme ne pouvait pas courir, ne pouvait pas partir, ne pouvait pas maîtriser son sexe et surtout ne devait pas avoir de plaisir. Le collectif féministe contre le viol travaille depuis maintenant 25 ans, depuis 85, sur les questions de viol et ça a tout de suite été une préoccupation, le viol conjugal. Je crois que rarement dans l'éducation des gens, on prépare quelqu'un pour réagir face à un viol. On nous laisse penser que le violeur, c'est quelqu'un d'étranger. Jamais c'est quelqu'un qui vit dans les quatre parois avec nous.
Donc j'ai passé énormément de temps à essayer d'identifier ce que je vivais, sans trouver ni des mots ni de réponses. Et ça a duré des années, jusqu'à ce qu'un jour, je me vois devant un mot qui décrivait ce que je vivais. Et en fait, ces mots, c'était viol. Ça peut paraître étrange, quoi, pour beaucoup de gens. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de le nommer, de nommer les choses telles qu'elles sont, quoi. Je veux dire, un viol, c'est un viol, quoi. Quelqu'un qui abuse d'une personne, même si c'est sa femme, un homme qui force une femme à avoir un rapport non désiré par une violence, elle peut être physique ou psychologique, c'est un viol, quoi. C'est un viol. Moi, c'est vrai que c'est difficile à accepter. Mais Ce que je ne savais pas avant le mariage, et c'était son vice, c'était de regarder sur Internet des sites extrêmement porno, plus que hard, on va dire, et puis de faire là-dessus des trucs dégueulasses. Et quand j'ai découvert ça, il m'obligeait à assister à ça. J'avais des grosses menaces, évidemment, si j'allais en parler à qui que ce soit. Et puis il m'obligeait à regarder ça. Alors il me tirait par les cheveux, puis Enfin, j'avais pas d'autre solution que de le faire, même si je pouvais pas hurler. C'était pas possible, il y avait mes filles qui dormaient à côté. Sa parole, c'était « Tu peux pas refuser, je suis en droit de te demander du sexe parce que je suis ton mari ». Pour lui, c'était un droit, il avait tout à fait le droit de demander ça. En général, il quittait la maison, quoi, après m'avoir violée. Et puis soit il mettait des distances de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, soit juste quelques heures. Et puis moi, je me remettais dans la vie, quoi. C'est-à-dire que j'avais des enfants, quoi, qui étaient en bas âge en plus, donc j'avais pas le temps, entre guillemets, de m'apitoyer sur mon sort, quoi. Donc je me lavais, quoi, fréquemment, en fait. Et puis je faisais semblant, quoi. Je faisais semblant que tout allait bien, quoi. On se demande comment on n'a pas réagi avant, hein, comment on a pu se mettre dans une situation comme ça, comment on a mis ses enfants dans une galère pareille. Oui, quand on est là-dedans, on a l'impression qu'en dehors de la maison, il n'y a plus rien et le seul refuge, c'est malheureusement la maison où le drame se passe. On reste là-dedans, quoi, dans la terreur, et puis on accepte tout. Et il y a une grande honte. Il y a une grande honte. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile d'en parler. Et puis aussi, il n'y a pas de marque. Si la personne ne vous a pas battu avant, il n'y a aucune marque, quoi. Donc c'est difficile de se faire comprendre, quoi. Et puis la première réaction des gens quand on leur parle de viol, ils vous disent mais pourquoi tu lui as pas donné un coup de pied, quoi. Coup de pied ouais, dans les couilles, voilà, exactement. Et ben non, on peut pas, quoi. Je veux dire, la peur, elle tétanise. La peur tétanise, et puis on a envie de sauver sa peau, donc quelque part on se laisse faire, quoi. À partir du moment où on demande de l'aide, déjà les portes s'ouvrent, parce que tant qu'on pense qu'on peut s'en sortir tout seul, ou bien qu'on a trop honte pour en parler, personne ne peut le savoir, hein. Mon psychiatre m'a aidée dans le sens où d'abord il m'a cru tout de suite. Et puis quand j'ai voulu venir en consultation avec mon mari, il a accepté de le voir une première fois. Et quand mon mari a récidivé, je lui ai téléphoné en pleurs, donc à mon psychiatre, je lui ai téléphoné en pleurs en lui disant voilà, mon mari a recommencé, est-ce qu'on peut venir vous voir ?
entre guillemets, est-ce que vous pouvez sauver notre couple? Il m'a dit non. Il m'a dit non, vous devez aller voir une association et c'est eux qui pourront vous aider pour le viol, quoi. J'avais besoin qu'on me le confirme encore, bien que je sache ce que c'était, quoi. Mais j'avais besoin que quelqu'un de l'extérieur le dise aussi, le formule. Et puis là, j'ai été à l'hôpital, quoi. Ils m'ont suggéré d'aller à l'hôpital pour faire un constat, et c'est ce que j'ai fait. Depuis qu'on travaille sur les violences sexuelles et les violences faites aux femmes en général, on a fait des progrès extraordinaires dans la compréhension des mécanismes et dans la compréhension des conséquences qu'ont les violences sexuelles sur les femmes. Et en particulier dans le cas de la violence conjugale, on sait que la femme est impactée très souvent, d'abord par les insultes, ensuite par les violences, ensuite par les viols, et que c'est au continu qu'elle va souffrir. Et elle risque de développer, c'est dans 80% des cas, des psychotraumatismes majeurs, où elles vont avoir des cauchemars, des problèmes de mémoire, des troubles, des vomissements, des tas de symptômes et de symptomatologie compliquées. Et donc ça va être beaucoup plus simple, maintenant qu'on connaît les mécanismes, de les aider à se réparer, évidemment, une fois que les violences sont terminées, une fois que l'agresseur a été sanctionné. Mais on a vraiment beaucoup progressé sur les prises en charge de ce psychotraumatisme, et y compris en France, nous avons des consultations de psychotraumatisme, un réseau de victimos qui peut prendre en charge ces femmes, et il y a une vraie facilité pour elles à être aidées si elles vont être soignées par des gens qui connaissent ces mécanismes de violence. C'est dur, c'est très dur de survivre à ce genre de situation. On s'enferme dans le silence, tout simplement parce qu'on ne trouve personne qui ait envie de nous écouter, de nous entendre. En fait, le silence, ce n'est pas un choix personnel. C'est quelque chose qu'on nous impose. Viol Femme Information, bonjour. Quand une femme téléphone à Viol Femme Information, ça veut bien dire qu'elle pense que dans sa relation conjugale, il y a aussi de la violence sexuelle. Et c'est parfois difficile pour elles. Elles nous disent, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un viol? Avec elles, nous leur apprenons à regarder ce qui constitue la contrainte dans la relation conjugale. Comment est-ce que j'aurais pu refuser? Les enfants sont dans la pièce à côté. Si je crie, ils vont entendre. C'est tout ce travail-là qu'on fait avec elles, soit au téléphone, soit dans les groupes de parole. Au début, je ne croyais pas à la guérison par la parole. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de parler avec des personnes capables d'écouter ça, bien entendu, je guérissais, j'allais mieux. C'est en réfléchissant à ce qui s'est passé, en comprenant pourquoi, et puis en oubliant de croire qu'on est coupable de cette histoire. Quand j'ai fait partie d'un groupe de parole, j'avais peur d'être la seule à avoir été victime d'un viol conjugal, parce que je me suis dit, encore une fois, je me suis dit, mais est-ce que j'ai été trop loin, quoi? Et puis non, en fait, il y avait d'autres femmes qui avaient été victimes de viol conjugal, quoi, dans le sein du couple. Et puis ça m'a beaucoup aidée, quoi. D'entendre des femmes qui avaient vécu les mêmes choses, et puis surtout de voir que c'était des femmes formidables, quoi, que c'était des femmes super, quoi, des femmes. Il y en avait une qui était médecin, l'autre qui s'occupait d'enfants. Enfin, je veux dire, pas du tout comme on peut croire que ça arrive que chez les alcooliques ou les drogués. Non, c'est je veux dire, des femmes, quoi, tout simplement. Point, quoi. Ça arrive à des femmes, quoi. Au début, c'est extrêmement difficile parce qu'on est toutes là avec notre histoire et c'est très très douloureux, mais on n'est pas jugé. Donc on peut parler, on est écouté. Il y avait des jeunes femmes de 18 ans, de 20 ans ou de 25 ans, elles me disent mais tant mieux pour elles, tant mieux qu'elles font cette démarche maintenant et tant mieux qu'elles ne la fassent pas 20 ans plus tard et qu'elles souffrent de leur histoire pendant une vingtaine d'années. Des groupes de parole, le collectif féministe en anime depuis 1987. Et dans toute la France, des associations féministes en font, de plus en plus.
Le réseau Solidarité Femmes, par exemple. Et c'est très important parce que c'est efficace. Dans ces groupes de parole, on va entre autres décrypter, analyser, discerner la stratégie du conjoint violent. Elle est simple. Ils ont tous les mêmes priorités, 5 priorités. Première priorité, isoler la victime. Géographiquement, socialement, familialement, professionnellement. Elle va se retrouver seule, à sa merci, sous son emprise. Deuxième priorité, l'humilier, la traiter comme un objet. Humilier, dénigrer, moquer, insulter, affaiblir. Et là, toutes les formes de violence sexuelle arrivent. C'est une pute. Ça marche aussi très bien. Parce que si vous êtes vraiment considéré comme ça, est-ce que quelqu'un va vous écouter? Est-ce que vous avez des droits? Est-ce que vous pouvez parler? Troisième principe d'un agresseur efficace, inverser la responsabilité. Se débarrasser de la culpabilité sur sa victime, c'est de ta faute. Si tu étais plus sexy, si tu acceptais des choses, si tu faisais moins mémère, j'aurais pas besoin de t'imposer. Et ça aussi, ça fonctionne très bien. Parce qu'on nous a élevés dans l'idée que le mariage, c'était fait pour plaire à son partenaire. Quatrième priorité, instaurer un climat de terreur, faire régner la peur. Et quand on a peur, on fait tout ce qu'on vous demande, parce qu'on sait qu'on risque quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose de fréquent dans la violence exercée dans le couple, et avec la sexualité aussi. Et puis, la dernière préoccupation d'un agresseur efficace, c'est d'assurer son impunité. Il va d'abord chercher à recruter des alliés, donc il va être charmant avec les policiers, les médecins, les thérapeutes, les travailleurs sociaux. Il va dire, mais non, pas du tout, c'est elle qui demande, vous savez, elle a besoin de sexualité. Moi, je suis là, non, n'entendez pas ce qu'elle dit. Et cette façon d'assurer son impunité passe par verrouiller le secret sur l'intimité des violences sexuelles. C'est très efficace, mais aujourd'hui, on est ensemble pour briser ce secret. Le premier entretien que j'ai eu avec la brigade des mœurs, il y avait un inspecteur et une inspectrice. Et c'est vrai que je ne savais pas trop comment j'allais raconter ça, mais ils avaient déjà lu ma plainte. Et l'inspecteur m'a très vite dit, s'il y a des choses qui vous gênent de dire devant moi, ou si vous êtes mal à l'aise, n'hésitez pas, je sors. Vous me demandez, je sors. Et j'ai continué ma déposition devant l'inspectrice et ça s'est très bien passé. Elle m'a bien écoutée, elle m'a aidée, mais je ne lui ai pas tout dit parce que je ne pouvais pas, j'arrivais pas. C'était impensable de déposer plainte. C'était impensable parce que j'étais consciente de toutes les démarches, de tout ce que je devais faire, de toute l'énergie que je devais dépenser, que je ne disposais pas, pour peut-être aboutir, même pas à un jugement, mais à que ma plainte arrive dans les mains de quelqu'un de compétent. Quand j'ai déposé plainte, j'ai voulu me rétracter plusieurs fois parce que j'avais peur. Je me souviens que je l'ai même dit à mon psychiatre. Je lui ai dit j'ai peur de me retrouver à la place de l'accusé, quoi. Et puis en fait, quand je lis le jugement aujourd'hui, c'est presque un petit peu ça qui m'est arrivé, quoi. Qui m'est arrivé. Je veux dire, tout d'un coup, c'était lui qui était humilié parce que je disais vite, alors que j'avais les enfants qui étaient à côté, donc je voulais en tout cas pas qu'ils surgissent dans la pièce où ça se passait. Il est établi qu'à diverses reprises, la plaignante, ce qui était ressenti comme humiliant par le mari, lui disait pendant l'acte sexuel « vite, vite, vite ». Elle le reconnaît. Il faut prêter grande attention lorsque l'épouse obtiendrait une condamnation contre son mari, alors qu'elle se forge un statut de victime, participant en quelque sorte au comportement critiquable du mari. L'épouse n'était pas en infériorité par rapport à son mari qui ne l'a ni menacée ni frappée. Dans le cadre de relations conjugales et sexuelles ambiguës, il a été rude et grossier dans son rôle actif de mâle, alors que son épouse choisissait de rester passive et d'attendre la fin de la scène. Le tribunal arrive à la conclusion que l'épouse ne se trouvait pas dans un rapport de soumission malgré l'attitude très critiquable de son mari. Il s'agit bien plutôt de rapports ambigus interprétés de manière abusive sous l'angle d'une plainte pour viol. La loi définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, surprise ou contrainte. Ça veut dire que les rapports sexuels imposés par un conjoint constituent des viols aux yeux de la loi.
Simplement, nous pensons encore qu'il sera difficile d'établir ou la contrainte, ou la menace, ou la surprise. Parce que dans nos esprits, pendant des siècles, on a imaginé que la relation sexuelle dans le mariage, ça faisait partie du contrat. Nous, au collectif féministe contre le viol, dès qu'on s'est constitué, on a fait une affiche qui disait « Ce soir, c'est non. Le viol conjugal est aussi un crime. » Il faut que nous sortions de notre esprit que dans la violence conjugale, quelquefois, quand il y a relation sexuelle, on a même pu dire « Ces affaires-là, ça s'arrange toujours sur l'oreiller. » Ça ne s'arrange pas du tout. Sur l'oreiller, c'est un viol, parce qu'elle ne voulait pas et qu'il l'a imposé. Alors moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'au sein de la famille, au nom de la famille, tout est permis. Voilà. C'est ça que j'en ai retiré comme conclusion. Et c'est là où les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Elles ont déjà beaucoup changé. La loi de 1980, qui permettait de poursuivre un mari pour le viol de son épouse, mais qui a posé des problèmes. La justice s'est posé la question de savoir est-ce que vraiment ça s'appliquait à un conjoint. Il a fallu attendre 12 ans, une décision de la Cour de cassation, pour qu'on reconnaisse vraiment le viol conjugal comme un crime. Et puis, avril 2006, on a attaché une circonstance aggravante au statut de conjoint ou concubin, ex-conjoint, ex-concubin. Voilà, ça, ce sont des avancées. Dans les avancées, il y a aussi la prise en considération de la parole des femmes par les services enquêteurs de police et de gendarmerie. Ça fait 25 ans qu'on travaille avec eux pour les aider à comprendre pourquoi ces victimes ont du mal à parler, pourquoi ces victimes ont du mal à voir la réalité telle qu'elle est, pourquoi elles ne sont pas comme les autres victimes à revendiquer des droits, mais difficilement à dénoncer des faits aussi graves. Et puis, on voit que ça avance, parce que les femmes sont de plus en plus nombreuses à dévoiler à notre téléphone les violences sexuelles perpétrées dans le couple. Nous les soutenons pour qu'elles aient les moyens de faire condamner ces agresseurs. Et les condamnations arrivent, encore peu nombreuses, elles vont se multiplier, car le viol conjugal est un crime. Y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Pour faire changer les choses aujourd'hui, la première chose, ce sera d'admettre que les viols dans les couples, ça existe. C'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à faire changer les choses. Il y a réellement un problème à faire connaître à tout le monde, quoi, au grand jour, à dévoiler, quoi. Moi, j'en suis pas tout à fait sortie parce que je suis en rétablissement, si vous voulez, mais j'ai bon espoir et puis je suis sûre que j'arriverai à m'en sortir, quoi. Et qu'on peut vivre avec, quoi, en fait. On peut vivre avec ces blessures qui sont plus ouvertes, quoi, qui sont plus des plaies ouvertes, mais qui seront des cicatrices par la suite, quoi. On garde cette blessure en nous, comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises.